Alors, les amis, bonjour, bonsoir, bon après-midi, selon où là où vous êtes. Il est 15h 7 minutes ici. Je crois qu'il doit être peut-être 3h à 4h du soir, du matin, disons, au Congo ou en Belgique. Et bien sûr, je n'attends pas beaucoup de gens qui viendront ici, mais j'ai cru faire ce vidéo-là pour analyser un tout petit peu la situation au Congo. Alors, juste un préambule, le Congo, comme vous le voyez ici sur la carte, appelé aussi la République démocratique du Congo. Donc, il y en a deux Congos, si vous voulez. Il y a alors le Congo démocratique ou la République démocratique du Congo ou RDC en sigle. Et puis, il y a le Congo appelé Congo-Brazzaville. Alors, il faut faire cette différence. Est-ce que ça se montre sur la carte? Ça doit être ici entre enfin, le Gabon, comme ça. Mais je vais m'acharner sur le Congo. Comme je le disais, comme préambule, il y a une guerre à l'est du Congo. La guerre a commencé, je crois, c'est pas, elle a commencé peut-être dans les années 95-17 et surtout après le génocide du Rwanda de 1994. Les anciens dirigeants et l'armée rwandaise se sont réfugiés au Congo et la nouvelle armée et le nouveau gouvernement du FPR ont poursuivi l'armée déchue, le gouvernement déchu, et je crois que ça a été en fait la première ou le premier contact meurtrier entre le Congo et le Rwanda. Et puis, je crois, vers 1997, naquit un mouvement qui se disait de Banyamulenge, qui est une tribu minoritaire à l'est du Congo avec la frontière du Rwanda, qui par ailleurs parle la langue rwandaise et que, bien que ce ne soit pas l'objet de cette vidéo, que certains Congolais en fait qualifient comme rwandais. À l'époque, je crois que le groupe avait un nom particulier. Il a un peu évolué, les noms ont changé, les dirigeants ont changé jusqu'à maintenant. Mais ce qui est maintenant, c'est le M23, M comme la lettre M, 23 le nombre. Je crois que ça représente 23 mars, ce qui est un peu bizarre pour un mouvement politique. Et le 23 mars, il y avait peut-être, je crois, un certain accord quelque part signé à Nairobi. Et apparemment, le gouvernement congolais n'a pas exécuté ça, etc., etc. Mais si on va plus loin dans l'histoire, le Congo a été une colonie belge. C'était en fait un territoire particulier du roi de la Belgique, Léopold. Je crois qu'il est Léopold II. Il s'appelle aussi le Congo Léopoldville. Et puis à l'indépendance, je crois que l'homme qui se battait beaucoup plus pour l'indépendance. Alors, j'utilise le mot je crois, puisque vous pouvez toujours me corriger. L'histoire de l'Afrique est un peu confuse. Ceux qui ont écrit l'histoire, peut-être c'est pas clair et souvent c'est contradictoire. Mais je vais donner ma version des faits et sentez-vous bien de rectifier si j'ai du tort. Alors, je disais que après la révolution ou après l'indépendance, je veux peut-être revenir sur cette carte après. Maintenant, je veux donc parler de l'historique. Celui qui se battait pour l'indépendance du Congo s'appelait Patrice Lumumba. Ceux qui sont au Congo le savent bien. La plupart des Africains savent Patrice Lumumba puisqu'il était disons, un caractère intéressant pour la politique africaine.
il est vu comme l'un des panafricanistes les plus importants. Patrick Lumumba, Julius Nyerere en Tanzanie, Kwame Nkrumah au Ghana, Augustine Neto, je crois, au Mozambique. C'était des gens, Joshua Nkomo, je crois, au Zimbabwe et d'autres, c'était des gens qui se battaient pour l'indépendance dans les années 1960, dans les années 60. Alors, comme vous le voyez, Patrice Lumumba, c'est un Congolais politicien congolese. Politician, c'est en anglais, malheureusement, c'est pas pourquoi. Je suis en système en anglais ici. Alors, Patrice Lumumba, ok, je crois que l'on pourrait avoir, ok, voilà la version française. Donc, Patrice Lumumba, son vrai nom, ce que je ne connaissais pas, c'était Elias Okiti Asambo. Ah, je suis choqué, je ne savais pas ça. Je ne savais pas ça complètement. Mais alors, il est né dans les années 25, vous voyez, c'était donc le Congo sur la Belgique. Et il est mort assassiné donc. C'est ça. Dans les années 70-60, comme je le disais, en 1961, probablement par les Belges en connivence avec les autres Européens ou occidentaux. Et en fait, Mobutu probablement était complice, lui qui était, je crois, le chef de l'armée. Je peux toujours faire ce recherche là. Cherchons par exemple Mobutu Sese Seko. Mais Patrick Lumumba, c'est lui qui est intéressé puisqu'il est se battu pour l'indépendance du Congo. Et puis Mobutu Sese Seko, couramment abrégé comme Mobutu Sese Seko, son nom c'est trop long, Mobutu Sese Seko Kuku Ngendu Zabanga, c'est Lingala, je ne sais pas, les Congolais peuvent me dire. Mais il est né Joseph Désiré Mobutu, si vous voulez, dans les années 30. Alors, c'était, disons, la même génération un peu plus jeune que Lumumba, mais la même génération. Et il est mort très récemment, je dirais, en 97. Et je crois que c'est là, en fait, où le Congo a été, disons, envahi par les troupes rwandaises et ougandaises et pris Kinshasa avant sa mort. Jusqu'à présent, avant sa mort, il a été réfugié. Mais on dit qu'il est dictateur zaïrois. Alors, vous me demanderez pourquoi zaïrois, puisqu'on parle du Congo. Alors, Mobutu a changé en fait le Congo, il l'a appelé Zaïre, et c'est très intéressant. Alors. Mais très intéressant, mais pas nécessairement pour la question qui est ici. Et on dit qu'il a été au pouvoir pendant 32 ans au pouvoir. Okay? Il devient président en 65, donc par un coup d'État. Voilà, donc il a fait un coup d'État. Et vous souvenez-vous quand... C'est là où peut-être je ne connais pas trop l'histoire du Congo, puisque je croyais que donc il a tué Lumumba. Après la mort de Lumumba, il est devenu directement président. Mais apparemment, il y a eu une petite, disons, intervalle. Et je crois que, je ne me souviens pas plus de l'histoire, je crois qu'après... Et donc, après la mort de Lumumba, il y avait un certain gouvernement et donc Mobutu a fait un coup d'État et il est venu, il a été en charge du gouvernement pour 32 ans où il a promis une sorte de mobutisme, c'est ce que nous appelons ça, qui est très corrompu et avec un laisser-faire inédit. Alors, vers les années... alors, on dit qu'après la fin de la guerre froide, donc, il reçoit également le soutien de l'aide financière de la Chine pour son opposition à l'Union soviétique, je pense que l'on parle ici. Mais en réponse, il a essayé un génocide de Tutsi au Rwanda. Alors, on dit à l'issue, ce qui ne doit pas être, ce doit être peut-être un paragraphe en soi, mais à l'issue des génocides de Tutsi au Rwanda, comme je le disais en 1994, le gouvernement rwandais ainsi que ses alliés ougandais et angolais soutiennent une invasion rebelle du Zaïre. Alors, c'est ça la FDR, et c'est clair, comme je le disais, c'était avec le soutien de l'Ouganda et du Rwandais. En novembre 1996, alors la guerre au Congo a renversé Mobutu, qui s'est réfugié quelque part au Maroc pour y mourir, je crois.
Voilà, donc nous sommes déjà en 97 et je crois que ça a été du moins le début, la fin du régime Mobutu, le début du malheur du Congo. Non pas parce que le Congo était heureux auparavant, mais Mobutu était un dictateur qui matait toute l'opposition. Je crois qu'il y avait une opposition à Katanga qui la matait dans le sang, dans le bain du sang. Mais après 97, ce qu'il a laissé au Congo, c'était un gouvernement qui ne fonctionne pas, une armée qui ne fonctionne pas, une police qui ne fonctionne pas, des institutions donc qui ne fonctionnent pas du tout. Et c'est pourquoi c'était très aisé pour une rébellion qui est née le même jour de prendre le pouvoir avec Kabila. Je vais avancer plus rapidement et dire, je crois qu'il y avait Kabila, le père, qui était Laurent Désiré Kabila. Alors, Laurent Désiré Kabila, il est mené par les Congolais, plutôt par les Rwandais et les, un peu plus jeunes que les Mobutu, mais il est amené par, je crois que peut-être il était dans la politique au départ, mais son nom est venu vraiment populaire pendant les années où Kabila a été... Oh, I'm not sharing this tab. Alors, Kabila sort soudainement de l'ombre en septembre 1996, c'est ce que je disais, il sort du Nihiro, du moins il n'était nulle part. Il signe à Gisenyi au Rwanda avec 3 autres rebelles et exilés zaïrois un protocole d'accord créant l'alliance de Sosi dans lequel les 4 participants s'engagent à œuvrer pour chasser Mobutu du pouvoir, mais un seul de ces signataires dispose de combattants pour ce projet. Il devra donc compter uniquement l'apport des troupes, etc., etc. Le Rwandais donc et l'Ougandais, puis angolaise, je ne connais pas ce qui est de l'Angola, mais... Alors, on va à Kinshasa, on chasse Mobutu et le président Kabila est proclamé président du Congo, qui était encore Zaïre, maintenant c'est le Congo. Et plus tard, Kabila est mort et son fils, Joseph Kabila, devient président. Mais les relations avec le Rwanda et le Congo sont toujours un peu confuses jusqu'à ce que donc la rébellion est née à l'est du Congo. Et c'est là peut-être où a commencé tous les problèmes de l'est du Congo. Une rébellion qui s'est morphée en plusieurs rébellions. Je crois que le premier c'était Mississippi ou whatever. Mais alors, jusqu'à maintenant, le problème a perduré. Mais la question que je voudrais poser aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans mes commentaires ou le titre, c'était ceci. Si je zoome un tout petit peu, et je vais encore partager cette carte, je ne sais pas si vous la voyez. Donc, j'ai une carte ici de l'Afrique centrale. Et comme vous le voyez, nous avons le Congo qui est probablement l'un des 3 pays peut-être les plus vastes du continent, si vous le voulez. Et comparé au Rwanda et au Burundi, qui sont 2 petits pays tout près du frontalier donc du Congo, vous voyez comment il est petit ce Rwanda. Et on se demande pourquoi est-ce que Rwanda, un pays aussi petit, puisse envahir tout le Congo. Je dis tout le Congo puisque du moins en 1997, ils ont marché jusqu'à Kinshasa, qui est là-bas, et ils ont pris le pouvoir. Et James Kabareba, qui est un officier de l'armée rwandaise, était donc le chef d'état-major du Congo. Je vous jure, c'est comme une blague si vous pensez à cela. Et je vais, je ne sais pas si je peux googler ça aussi, je vais vous montrer pour ceux qui hésitent encore. James Kabarebe. Ok, so James Kabarebe, je vais partager ça. C'est ça, le gentleman, born in 59, c'est un militaire homme politique rwandais, donc militaire homme politique rwandais, ok? Il exilé en Ouganda,
Il était officier au sein du FPR. Et puis, vous voyez, exilé en Ouganda avant 1994, il est officier au sein du Front patriotique rwandais dans la guerre civile rwandaise, puis dirige les forces rebelles lors de la première guerre du Congo. Il dirigeait ces rebelles qui ont chassé donc Mobutu Sese Seko du pouvoir. Il devient chef d'état-major de la République démocratique du Congo en 1990. C'est la première fois que j'ai entendu un étranger devenir pas un simple militaire, puisque dans certains pays, comme ici par exemple, vous devez être non seulement citoyen, mais avoir vécu au moins 10 ans en son pays ici pour devenir un simple militaire, même un militaire de rang comme un petit sous-officier, même en caporal. Mais lui, Rwandais, est devenu, ok, il devient chef d'état-major de la République démocratique du Congo en 1997. Mais combat contre la RDC lors de la Seconde Guerre du Congo à partir de 1998. Donc, il y avait encore une guerre, puisque, comme j'ai dit, les relations n'étaient pas bonnes. Alors, il est ministre de la Défense du gouvernement rwandais après ça. Ok, je ne veux pas en parler, je ne voudrais pas du moins parler de James Kabarebe, mais je voudrais, puisque c'est une figure très importante dans la guerre du Congo, puisque c'est lui qui dirigeait les forces qui ont chassé Mobutu et qui probablement menait la guerre pendant la Seconde Guerre contre le Congo, qui probablement se soldait avec, je dirais, la victoire du Congo avec le soutien des forces zimbabwéennes et angolaises. Mais ça, c'est une différente histoire. Mais je ne crois pas très mal différente, puisque après ça, c'est là où l'on a vu la naissance des rebelles à l'est du Congo. Alors, revenons sur la carte du Congo encore une fois, puisque c'est là où j'en allais. Nous avons un Congo démocratique qui est très vaste. Vous voyez cette frontière, elle a la frontière avec l'autre République du Congo, comme je le disais, puis qui est la capitale, et puis qui est la capitale comme Brazzaville, je crois que c'est sur la mer là-bas. Puis nous avons la République centrafricaine, Bangui est la capitale, qui est très proche de la frontière congolaise. Et puis le Soudan vers le nord. Et puis l'Ouganda ici, et c'est là où peut-être c'était facile pour les Ougandais d'envahir le Congo. Et puis vous descendez le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie avec cette frontière qui est un lac, le lac Tanganyika, la Zambie, l'Angola vers le sud. Je ne crois pas que ça ne touche pas mal en tout cas. Alors, voilà donc le Congo. Il est assez vaste. Comment se peut-il qu'un pays aussi petit que le Rwanda puisse envahir ce grand pays? Et c'est un pays qui est riche en minerais, qui est probablement aussi le plus riche de l'Afrique. Alors, certains m'ont dit dans un commentaire sur notre chaîne que la raison pour laquelle Mobutu a pu être, du moins le Rwanda puisse être, peut menacer le Congo, c'est que le Rwanda a des soutiens de l'Ouest. Ce qui est vrai, mais en même temps, je crois que l'armée congolaise est un peu désorganisée et un peu peureuse, je dirais, et que donc la legacy de Mobutu a persisté. On n'a jamais eu un système bien organisé, bien structuré, bien discipliné après la mort de Mobutu. Peut-être parce que le Congo, en réalité, n'a pas eu de paix durable après la défaite. Et puis, la question qu'on se pose aussi du côté du point diplomatie, le Congo a des minéraux, il peut acheter n'importe quel pays, il peut acheter le soutien de l'Est, peut-être, si l'Ouest ne le soutient pas, il pourrait peut-être avoir des liens avec la Chine et la Corée du Nord, par exemple, ou même la Russie, qui sont des puissances militaires et économiques importantes. Et comme ça, il pourrait peut-être mener une guerre qui est un peu beaucoup plus organisée, ou n'importe quoi. Mais ce qui m'étonne vraiment, c'est que l'armée congolaise n'est pas très organisée. Si vous voyez ce qui se passe maintenant, et ce qui s'est passé sur Mobutu aussi, il n'y a pas eu de combat. Les hommes de Kabarebe ont marché jusqu'à Kinshasa comme ça, sans problème, sans bonne supposition aucune. La même chose se passe maintenant à Goma et à Uvira. À Goma est dans la partie nord et sud Kivu. Les hommes de M23, je crois avec le sud de Rwanda aussi,
juste marchent. Et les Congolais, militaires congolais, juste fuient les sites qu'ils occupaient auparavant. Une question que je me pose toujours et que je me poserai, et je crois que ce n'est pas une question propre au Congo, c'est une question que nous partageons en Afrique, où nous n'avons pas de gouvernement très organisé, fonctionnel, nous n'avons pas de démocratie constitutionnelle, où les salaires sont si bas que les gens peuvent du moins s'interroger pourquoi ils doivent mourir pour $1 par jour ou quelque chose comme ça. Des questions multiples vraiment qu'il faut se poser sur le continent africain. Je parlais du Congo, mais en réalité, pour réduire mon argument, mais en réalité, la plupart des pays africains sont en conflit et dans une situation politique ou sociopolitique très précaire, sans parler de l'économie, bien sûr. C'est ça donc, chers auditeurs, je voudrais discuter avec ça. Je ne vais pas prendre trop de temps. Je fais live, mais je sais que personne n'est là, c'est juste pour faire ma chose un peu plus facile, comme ça. Et puis, ce que j'allais dire, c'est que la prochaine occasion, je peux peut-être me déplacer du Congo et parler d'autres parties de l'Afrique. Et en particulier, comme je l'avais dit dans ma vidéo d'introduction, je crois qu'il y a des pays qui sont intéressants maintenant. Bien sûr, partie de la région, surtout la région du Sahel, le Mali, excusez, je veux voir ma carte. Donc, nous avons le Mali, le Burkina et la Guinée. Je crois que c'est la Guinée-Conakry, puisqu'il y a Guinée-Bissau quelque part. Ces trois pays ont formé une organisation du Sahel qui essaie de se séparer de l'organisation de l'ECOWAS, le Comores, si vous voulez. Et ils sont dirigés par des militaires qui sont arrivés par coup d'État. Mais je crois que ce qui m'intéresse le plus, c'est le Burkina Faso. J'aime beaucoup le Burkina Faso. Les Burkinabés, ils ont souvent des... Je veux dire, ils ont eu d'abord Patrice Lumumba, après lui... maintenant, après lui. Maintenant, ils ont un autre président, un jeune président. Il est arrivé au pouvoir par coup d'État qui n'est pas peut-être très moderne, mais qui quand même semble être à la hauteur de la situation et un président du moins du peuple, un président du peuple. Et c'est Ibrahim Traoré, je crois. Ibrahim Traoré, je crois que je veux parler de lui. Je ne sais pas si je vais chercher Ibrahim Traoré. Mais je ne veux pas beaucoup dire aujourd'hui. Je veux parler de lui plus tard. Et je crois que le Sénégal est aussi intéressant. Il a un jeune. Le Sénégal est très intéressant. Un jeune militaire, non, un jeune civil au pouvoir. Et je crois qu'il va changer la donne. Alors, voilà, il est millénium, il est né en 88, c'est un jeune gens, je crois, du moins par rapport à mon âge, je suis peut-être 13 ans plus âgé. Et puis, voilà, un coup d'état militaire. Mais il est bien reçu dans son pays. Je crois que c'est un beau gars. Je ne devrais pas, j'allais chercher des images, je crois qu'il est élégant quand vous observez les images de Traoré. Alors, je veux Traoré, Ibrahim Traoré. Alors, comme je le disais, je ne veux pas beaucoup parler de Traoré, je n'ai pas fait de recherche en cela. Et au Congo, c'est facile de parler puisque je suis né dans la région. Je connais beaucoup plus à propos du Congo sans faire beaucoup de recherche. Mais pour beaucoup plus d'informations sur ce